Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre nombreux aujourd'hui pour ce nouveau cycle que le cabinet Hugues-Lepage a décidé de consacrer à l'énergie solaire. Alors, ça doit être la troisième fois, je crois, que nous faisons un cycle de formation consacré à ce sujet. Je pense que c'est parfaitement justifié. Le nombre de personnes qui se sont inscrites sur les 4 webinaires montre qu'effectivement, c'est justifié. Alors, peut-être avant de dire quelques mots sur cette justification, petite présentation sur notre cabinet, qui est donc très engagé sur les énergies renouvelables et depuis longtemps, et nous accompagnons beaucoup de porteurs de projets, qu'ils soient collectivités, entreprises ou associations d'ailleurs, pour monter des projets, montage administratif, contractuel et structurel sur la planification territoriale, les politiques locales, tout ce qui concerne le solaire, l'hydrogène, l'éolien, les réseaux de chaleur et de froid, l'efficacité énergétique et bien sûr les C2E et les crédits carbone. Nous sommes une équipe de 8 avocats qui travaillons sur ces sujets. Alors, tout honneur, tout seigneur, tout honneur, Pauline Morus, qui est avocate senior, docteur en droit, qui est donc qui va s'exprimer aujourd'hui, mais vous pourrez entendre également d'autres de mes confrères, Benoît Denis, qui est lui davantage spécialisé en droit pénal, mais qui travaille beaucoup sur ces sujets énergétiques, Roxane Sageloli, qui, elle, travaille beaucoup sur toutes les questions d'aménagement et d'urbanisme, Valérie Saint-Amand, qui est privatiste, mais qui connaît évidemment très bien toutes les questions contractuelles liées au droit de l'énergie, Ariel Guillaumeau également, et Sylvain Amanaka, les deux travaillant beaucoup sur tous ces sujets. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a paru important de remettre en place un webinaire sur ce sujet? Comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous avons donc prévu 4 thématiques. La mobilisation des toitures et des parkings, dont on va parler aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, l'autoconsommation collective, et versus je n'arrive pas à dire, les PPA, c'est-à-dire toute la partie contractuelle et l'autoconsommation collective dans son articulation avec la commande publique et les domaines publics lorsque ces projets sont menés par des collectivités territoriales. Il y a bien d'autres sujets qui pourraient être abordés, mais enfin, ceux-là nous ont paru tout à fait majeurs. Peut-être qu'en septembre, on reprendra ces thématiques et d'autres. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que le rôle du renouvelable devient absolument central. Il faut se rendre compte qu'au niveau planétaire, et je me permets de vous conseiller la lecture d'un document qui a été publié voici quelques jours d'une organisation qui s'appelle RNI, qui s'appelle la révolution renouvelable, c'est exponentiel, global et c'est cette décennie, qui nous donne des indications extrêmement intéressantes sur là où on en est. D'abord, sur la diminution des prix. Le solaire a diminué de 80% depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, il est globalement, pas seulement pour la France, hein, globalement au niveau planétaire, il est évalué à 40 € le mégawattheure, soit 4 € le kilowattheure. On attend pour 2030 une baisse considérable de 50% puisqu'on arriverait à 20 € le mégawattheure, c'est-à-dire 2 € le kilowattheure, ce qui fait une énergie très bon marché, y compris peut-être avant tout pour les pays du Sud. Pour le vent, la diminution sera un peu plus modeste puisqu'on passerait à 30 € le mégawattheure. Les batteries elles-mêmes voient leur prix se réduire de manière considérable. Une diminution de plus de 50% est attendue dans le prix des batteries d'ici 2030. Quant à l'hydrogène vert, il passerait de 3,5 $ le kilo à 1 $ le kilo en 2030. Donc on voit une baisse des prix qui est absolument gigantesque. Deuxième point qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'en réalité, les capacités de fabrication avancent extrêmement vite. Et dans ce document, on démontre assez clairement
que les scénarios de déploiement qui existent aujourd'hui permettent d'ores et déjà d'être assurés d'avoir ce qu'il faut pour 2030, voire 50% de plus que ce qu'il faudrait pour 2030. Donc, on est en face d'une révolution planétaire et du reste, l'année dernière, pour la première fois, les investissements dans le renouvelable et particulièrement en matière de PV, de photovoltaïque, ont dépassé les investissements dans le secteur pétrolier qui, lui, atteint un pic. Alors, le pic du pétrole, je dirais, conventionnel a été atteint il y a déjà un moment, mais le pic global de la consommation pétrolière serait atteint dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Donc, c'est très bien. Au niveau français, on peut se réjouir de voir que l'industrie verte, c'est-à-dire la fabrication chez nous, d'un certain nombre de panneaux photovoltaïques, d'usines de batteries, de pales d'éoliennes, etc. C'est évidemment une très bonne nouvelle. Sauf que ce qui est massivement important, c'est que les consommateurs entrent dans cette logique. Et c'est là finalement tout le débat. C'est tout le débat, pourquoi? Parce que nous savons tous que la France a été particulièrement réticente au développement des énergies renouvelables. Nous sommes le seul pays européen à n'avoir pas atteint nos objectifs en 2020, puisque nous avions un objectif de 23%, nous étions à 19%. L'objectif du renouvelable pour 2030 est très élevé, 42%, donc il va falloir qu'on y arrive, étant aujourd'hui 21 ou 22%, quelque chose comme ça. Et avec, certes, quelques améliorations, mais un gouvernement qui reste quand même très frileux sur la massification de l'utilisation par les consommateurs des énergies renouvelables, précisément parce que, comme le gouvernement souhaite également massifier le recours au nucléaire, il ne veut pas que dans le temps court ou long, on ne sait pas, qui nous sépare de la mise en œuvre effective des EPR2, eh bien, la place prise par le renouvelable soit telle qu'il n'y ait plus beaucoup de place pour les EPR2. Alors, je sais bien qu'on est dans un grand mouvement d'électrification, que ce soit en France ou en Europe, ou même dans le monde. Et donc, on attend une augmentation de la consommation électrique. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle s'est même réduite en France, en tout cas l'année dernière. Parce qu'il y a un transfert des usages. Bon, admettons qu'elle augmente, il n'empêche qu'il faut absolument que nos concitoyens puissent avoir facilement, quand je dis facilement, ça veut dire sur le plan juridique et sur le plan financier, que ce soit rentable, recours au développement du renouvelable. L'objet de nos webinaires, c'est d'essayer de mettre à la disposition du plus grand nombre les outils juridiques pour qu'ils sachent comment on fait, comment ça se passe, parce que cela nous paraît absolument indispensable. Et je pense aussi qu'il est plus que temps pour le monde du renouvelable de s'organiser de manière très active. Certes, il existe des syndicats dont c'est l'objet, mais je pense qu'il est très important qu'il y ait une dynamique à côté des syndicats en faveur de ces énergies renouvelables. C'est dans ce contexte qu'a été créée l'association ENR pour tous, à laquelle les entreprises et chefs d'entreprise peuvent évidemment adhérer. On trouverait facilement le site d'ENR pour tous, parce que son objet, c'est précisément de voir se développer massivement non seulement la production, mais surtout la consommation d'énergie renouvelable. Voilà, j'ai été trop bavarde et je passe donc la parole sans plus tarder à Pauline Morus, qui connaît ces sujets à la perfection et qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la mobilisation des toitures et des parkings de manière à produire de l'électricité. Merci pour cette introduction très riche. Donc je vous propose donc de passer au premier webinaire de ce cycle consacré aux toitures et aux parkings, avec le sommaire que vous voyez à l'écran. Donc l'idée, c'est d'aborder rapidement le contexte général de ces obligations en lien avec les problématiques foncières et constitutionnelles. Et puis ensuite, on fera une grande dichotomie entre, d'une part, la production d'énergie solaire
sur les ombrières des parcs de stationnement extérieur et d'autre part, la production d'énergie solaire en toiture des bâtiments. Et puis à la fin, on prend un petit focus sur l'application dans le temps de toutes ces réglementations, parce que vous allez le voir, et je m'en excuse par avance, même si ce n'est pas ma responsabilité. Il y a des jalons temporels d'application de ces lois qui sont assez complexes à articuler les uns aux autres, et donc il va falloir être très précautionneux pour les personnes soumises à ces obligations pour ne pas manquer chacun de ces jalons. Tout au cours de ce webinaire, on fera référence à 3 grandes lois qui sont vraiment les piliers de cette réglementation en matière de production d'énergie solaire en toiture et en parking. Donc globalement, sur ces dernières années, on a une loi toutes les 2 ans. On a la loi énergie-climat en 2019, la loi climat et résilience en 2021, puis la loi relative à la production d'énergie renouvelable en 2023. Donc, j'abrégerai la référence à ces lois tout au long de ce webinaire, mais voilà, sachez qu'on fait référence à ces jalons-là, 2019, 2021 et 2023. Donc, tout d'abord, concernant la problématique foncière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, en matière de développement de projets d'énergie renouvelable, et puis plus particulièrement en matière de projets solaires, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, la problématique foncière est l'un des freins majeurs, et à la fois relativement l'un des leviers auxquels on va pouvoir avoir recours. Il faut trouver des surfaces disponibles pour mettre en œuvre ces projets, et il faut beaucoup de surfaces. Donc le titre 3 de la loi ENR vise à prévoir un grand nombre de dispositions pour agir sur ce levier foncier, avec cette idée de toujours concilier le développement des projets sans forcément empiéter sur l'artificialisation des sols, donc en limitant au maximum l'occupation au sol. Dans cet objectif, dans cette perspective, la loi ENR est venue prévoir un grand nombre de dispositions, en essayant toujours de mobiliser et de privilégier des terrains soit qui sont déjà artificialisés, soit qui sont délaissés ou dégradés, avec l'objectif d'avoir le moins d'impact possible sur l'existant, donc la biodiversité, les usagers existants, et in fine, faciliter l'acceptabilité locale de ces projets. En effet, je vous ai dit, on a le frein, dans les projets ENR, on a toujours à peu près 3 grands freins. Le frein lié à la problématique foncière, auquel vient s'ajouter la problématique de l'acceptabilité locale et également le frein financier. Et il y a toujours un lien assez fin entre ces 3 problématiques, et là on le voit directement. En agissant sur la problématique foncière, on va faciliter l'acceptabilité locale. En agissant sur la problématique foncière, c'est-à-dire en mettant des obligations sur les propriétaires et gestionnaires de bâtiments et de parkings, on va aller trouver du financement privé pour développer la production d'ENR. Donc, on est vraiment dans une corrélation de ces 3 problématiques quasi systématiques quand on parle de développement de projets ENR. Je vous invite très rapidement à aller voir les dérogations qui sont mentionnées à l'écran, qui sont des dérogations principalement en droit de l'urbanisme, pour permettre justement d'aller chercher du foncier délaissé, dégradé. Par exemple, on va avoir des dérogations dans le code d'urbanisme pour développer des projets de production solaire sur les abords des grands axes routiers et des voies ferrées. Pareil en matière de friches. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est tout un champ de réglementation assez technique en droit d'urbanisme, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir ces nouvelles dérogations ou adaptations pour permettre le développement de projets de production solaire. On a également un autre sujet qui nous occupera pour le second webinaire de la semaine prochaine, c'est celui de l'agrivoltaïsme. Là, la dynamique, c'est plus seulement d'avoir le moins d'impact possible sur le foncier existant. On est dans une dynamique où on va aller rechercher une véritable synergie avec l'existant. Donc, on va apporter quelque chose de bénéfique à l'existant, c'est-à-dire une corrélation entre l'activité photovoltaïque et l'activité agricole. Ma consoeur Ariette Guillaumeau vous expliquera tout ça de manière très détaillée dans le webinaire de la semaine prochaine. Donc c'est dans ce contexte-là que la loi ENR intervient, avec un renforcement vraiment très fort des obligations d'installation de production d'ENR
concernant les parkings et les toitures. C'est juste que le contexte que je viens de vous expliquer, ça paraît du coup assez évident. On a là une masse foncière assez gigantesque quand on pense à tous ces grands parkings en extérieur, les parkings d'hypermarchés, d'aéroports, de bureaux, qui sont à disposition avec ces caractéristiques précieuses en matière de production d'ENR. C'est donc surfaces importantes, déjà artificialisées, donc pas d'artificialisation nouvelle des sols, c'est très important pour concilier ENR et puis biodiversité, acceptabilité locale, comme on en a parlé. On est sur des installations qui ne vont pas s'opposer à l'usage normal, que ce soit des ombrelles en parking. On ne remet pas en cause l'usage du parking, on ne remet pas en cause l'usage de la toiture, voire même, si je reviens sur mes ombrières de parking, on va venir apporter un confort supplémentaire en été, puisqu'on va avoir cet effet d'ombrager les parkings, en plus de produire de l'électricité. Donc, on est sur des fonciers particulièrement pertinents pour massifier la production d'énergie solaire. Si on en vient maintenant à la problématique constitutionnelle, la difficulté qu'on a rencontrée, ou que les parlementaires ont rencontrée lors de l'approbation de la loi ENR, c'est la problématique de toucher à l'existant. Parce que jusqu'à maintenant, on avait des obligations, il y avait déjà des prémices d'obligations sur les parkings et les toitures à l'occasion de nouveaux projets, donc des programmes neufs ou des programmes qui faisaient l'objet d'une grosse rénovation. Là, la grande nouveauté de la loi ENR, c'est de s'attaquer aux fonciers existants. Or, on se heurte à ce moment-là à une forte réticence des propriétaires, des gestionnaires qui font valoir leurs droits de propriété. À juste titre, ils sont confrontés à la mise en œuvre de dispositifs qui vont être très exigeants, très coûteux. Donc, il y a eu ce débat-là qui a été mené devant l'Assemblée et devant le Sénat pour essayer de concilier ces nouvelles obligations qui s'imposent aux propriétaires existants, aux propriétés existantes et aux gestionnaires, et en même temps essayer de justifier l'intérêt de leur ajouter ces obligations. La façon dont ça a été justifié, vous le voyez apparaître à l'écran, on a deux éléments qui sont nécessaires pour justifier une telle atteinte au droit constitutionnel de propriété. D'abord, il faut un intérêt général impérieux. En l'occurrence, le développement des énergies renouvelables, c'est plus à démontrer, on est vraiment dans un objectif impérieux. Je pourrais développer longtemps, mais je pense que voilà, tous les gens qui sont autour de ce webinaire ne verront pas de difficulté à qualifier la production d'énergie renouvelable d'intérêt général impérieux au sens du droit constitutionnel. Ce qui était important, c'est que ce soit surtout proportionné, que les nouvelles obligations soient proportionnées à cet objectif. Il faut que le dispositif soit accessible pour les entités qui vont devoir les mettre en œuvre. Encore une fois, on est sur des dispositifs très ambitieux, très coûteux. Les justifications qui ont été trouvées, encore une fois, pas d'atteinte à l'usage existant. Donc, on ne va pas venir réduire les usages préexistants. Donc, on ne va pas réduire les surfaces commerciales. Voilà, on est dans une compatibilité totale avec l'usage existant. En outre, les parlementaires sont venus rappeler qu'il existe un grand nombre de soutiens publics qui permettent d'assurer la rentabilité des capitaux qu'on va investir dans ces installations de production d'énergie renouvelable. Par exemple, l'obligation d'achat d'électricité produite pour certaines installations par EDF. C'est un exemple, il y a tout un tas de dispositifs de soutien public qui permettent de justifier cette dérogation au droit de propriété. Et puis, comme on va le voir dans le déroulé de ce webinaire, il y a de nombreux cas d'exonération et d'adaptation pour tenir compte de la réalité pratique. On a une variété de fonciers telle qu'il était impossible de prévoir une obligation bête et méchante sans aucune dérogation. Donc, la liste des dérogations est assez large et assez souple pour permettre une réelle mise en pratique lorsque c'est faisable et de déroger lorsque c'est pertinent. Et enfin, des délais de mise en œuvre, des délais de mise en service de ces obligations qui sont, comme on va le voir, qui vont s'augmenter au fil du temps. Alors, on est quand même sur des délais assez ambitieux. L'objectif, c'est 2030. Donc, on a des jalons
à atteindre. On aura le temps de revenir sur tous ces jalons temporels, mais vous allez le voir, c'est cadencé de manière assez intense jusqu'en 2028 avec cet objectif de pouvoir atteindre les objectifs 2030. Tout ça pour en arriver à une absence de censure de la décision du Conseil constitutionnel. La problématique n'a même pas été soulevée, n'a même pas été déférée au Conseil constitutionnel, donc on est constitutionnellement tout à fait conforme. Si on entre maintenant dans le cœur du sujet, en commençant par le sujet des ombrières de stationnement extérieur. Donc on parle des parkings extérieurs, pas des parkings couverts. À ce titre, on va retrouver une dichotomie sur la nature de l'obligation à mettre en œuvre qu'on va retrouver dans l'ensemble des dispositifs, hein, que ce soit pour les ombrières, que ce soit pour les toitures, que ce soit pour l'existant, que ce soit pour la rénovation ou pour le neuf. On a toujours cette dichotomie entre installer un dispositif de production d'énergie renouvelable, typiquement le solaire n'est pas mentionné directement, mais c'est la solution la plus évidente, ou l'installation de dispositifs végétalisés. Donc là, la caractéristique, vu qu'on est en parking, c'est des dispositifs végétalisés qui doivent concourir à l'ombrage des parkings. Donc on a toujours cette dichotomie production de NR versus végétalisation pour laisser déjà une première souplesse aux personnes qui seront soumises à ces obligations. Sur le champ d'application des parcs de stationnement, on a deux cas. On a les parkings extérieurs de plus de 500 mètres carrés qui sont associés aux bâtiments neufs ou rénovés qui eux-mêmes feront l'objet d'obligations d'installation de panneaux en toiture. On y reviendra. Donc, c'est tous les parcs de stationnement extérieur associés à ces programmes neufs ou de rénovation qui sont mentionnés et au L171-4. Ce sera le troisième dispositif sur lequel on s'attardera. Et puis, vous avez les parcs de stationnement ouverts au public qui sont donc indépendamment d'un programme qui concerne des bâtiments, donc juste le parc de stationnement qui sera indépendant d'un bâtiment de plus de 500 mètres carrés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce seuil de 500 mètres carrés avec une obligation d'installation sur la moitié de la surface, donc en réalité 250 mètres carrés à minima, et puis plus selon la taille des parkings. L'entrée en vigueur, vu que c'est issu de la loi climat et résilience, c'est dès le 1er juillet 2023. Donc c'est demain, c'est dans 15 jours, les dispositions sont applicables à tous ces parkings neufs ou rénovés. Quelques exonérations. Là, à nouveau, je vous invite à prêter attention à ce qui est souligné parce que c'est des exonérations qu'on va retrouver de manière systématique. Les contraintes techniques de sécurité, architecturales ou patrimoniales, on va les retrouver dans les 4 dispositifs neufs, existants, toiture ou ombrière. Deuxième exception qu'on retrouvera de manière systématique, c'est la possibilité de mettre en œuvre les obligations dans des conditions qui sont économiquement acceptables. Et puis là, vous avez une exception supplémentaire, le petit temps, mais qui est quand même très proche de l'exception numéro 2 relative au contrat architectural ou patrimonial, donc je m'y attarde pas trop. Et la sanction, vu qu'on est dans des parkings neufs, donc ils vont aller chercher une autorisation d'urbanisme, la sanction, elle est assez limpide, elle est assez efficace. On n'obtiendra pas l'autorisation d'urbanisme si on n'est pas conforme au regard de l'ensemble des obligations posées par cet article L111-19-1 du Code de l'urbanisme issu de la loi climat et résilience. Si on en vient maintenant à l'existant, ce qui pose le plus de difficultés et qui est une grande nouveauté de la loi ENR. Donc c'est l'article 40 de la loi ENR non codifié dans un code à ce jour. Il y a eu de longs débats et de nombreux allers-retours sur la superficie des parcs de stationnement qu'il fallait intégrer dans ce champ d'obligation. Ce qui a été retenu in fine, c'est le seuil de 1500 mètres carrés de superficie des parcs de stationnement extérieurs. Avec, je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours une dichotomie production de NR ou végétalisation. Là, dans l'obligation, ça commence par l'obligation d'intégrer un procédé de production de NR via des ombrières, mais on verra qu'il y a une exception spécifique s'il y a déjà une végétalisation sur la même surface. Donc, on retrouve finalement cette dichotomie production de NR, végétalisation, avec la même surface concernée, la moitié du parking.
Vu qu'on est sur des obligations, je vous l'ai dit, droit de propriété, parking existant, c'est assez problématique, c'est très coûteux. On va avoir une entrée en vigueur qui est assez complexe et normalement censée s'adapter à l'ensemble des configurations. D'abord, on a une période pendant laquelle on va qualifier le parc de stationnement existant. Ce sont tous les parcs de stationnement qui existent au 1er juillet 2023. De manière générale, retenez bien la date du 1er juillet 2023, c'est un jalon énorme dans toute cette réglementation. Donc, on a les parkings existants au 1er juillet 2023 et puis on a les parkings qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation entre la promulgation de la loi ENR, donc mars 2023, et le 1er juillet 2023. Donc, entre ces deux dates, on a la qualification de ce qu'on appelle un parking existant au sens de cet article 40 de la loi ENR. Et puis ensuite, une période de mise en conformité qui va de 3 à 5 ans. Donc, vous voyez, sous 3 à 5 ans, il va falloir mettre en conformité l'ensemble des parkings. Sur la mise en conformité, 3 à 5 ans. Donc, il y a deux cas. Il y a le cas spécifique des concessions et des délégations de services publics, autrement dit, les parkings publics. Et puis, on a le cas de droit commun, on peut l'appeler comme ça, donc hors concession et DSP. On a deux jalons, 1er juillet 2026, 1er juillet 2028, selon si on est au-dessus ou en deçà de 10 000 m² et toujours au-dessus du seuil de 1 500 m², évidemment. Pour les concessions et les DSP, c'est important d'en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de parkings publics. On a deux cas, soit le contrat a vocation à être renouvelé ou une nouvelle conclusion d'un contrat est prévue avant le 1er juillet 2026. À ce moment-là, dès la conclusion du nouveau contrat, on devra intégrer ces obligations. Et si la conclusion, le renouvellement n'intervient que postérieurement au 1er juillet 2028, à ce moment-là, l'entrée en vigueur, c'est 1er juillet 2028. Voilà pour ce patchwork d'entrée en vigueur. Et puis toujours, une souplesse supplémentaire parce qu'on est dans l'existant, des délais supplémentaires qui peuvent être accordés par le préfet, soit parce que le gestionnaire du parc de stationnement justifie d'une cause qui lui est étrangère. On pense notamment à une difficulté d'approvisionnement, par exemple, en panneaux solaires. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement. On pense par exemple au retard d'Enedis en matière de raccordement. On sait qu'on a des délais qui sont énormes, qui peuvent être pluriannuels. Donc, ça pourrait largement expliquer un retard dans la mise en œuvre de ces obligations. Et puis, une possibilité de rallonger si le parking est intégré dans le cadre d'une opération d'aménagement. Sur les exonérations, on retrouve ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les contraintes techniques, sécurité, architecturale, patrimoniale. On rajoute environnementale, sans qu'on sache exactement à quoi ça peut faire référence, mais en tout cas, ça existe. On retrouve l'exonération très importante du contexte économiquement acceptable. L'exception liée au caractère d'ores et déjà ombragé du parking, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a toujours cette alternative production NR, végétalisation. Et puis une exception un peu spécifique, deux exceptions un peu spécifiques au fait qu'on soit dans de l'existant. Si il est programmé que le parc de stationnement ait vocation à être supprimé ou transformé, évidemment, on ne va pas réaliser des investissements inutiles qui ont vocation à être détruits dans le délai de mise en conformité. Et dernière obligation pour les gestionnaires qui seraient, soit pour des gestionnaires partenaires, soit pour un gestionnaire qui aurait plusieurs parkings, une possibilité de mutualiser l'obligation à l'échelle de plusieurs parkings via un accord de mutualisation. Donc, c'est une souplesse qui est intéressante quand on a un parking qui est plus propice qu'un autre à la mise en œuvre de ces obligations, ou si on veut en faire un peu plus sur un, parce que ça mutualise les investissements, un seul chantier, parce qu'encore une fois, on est sur l'existant, donc le chantier, pour le coup, ça peut avoir un petit impact sur l'usage. Ça peut être intéressant de prévoir ces accords de mutualisation. Et puis, en termes de sanctions, vu qu'on n'a pas la sanction très, très facile de l'autorisation d'urbanisme, à ce moment-là, le législateur est venu prévoir directement une sanction financière. Vous le voyez, 20 000 € lorsque on est inférieur à 10 000 m² et 40 000 € au-delà. Là, je vous ai mis un tableau comparatif de toutes les obligations dont on vient de parler. Vous allez avoir accès à ce PowerPoint normalement d'ici la fin de la réunion. C'est pour ça que je me permets de passer assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis on est sur des sujets très techniques. Je pense qu'à un moment, il faut prendre ce tableau et voilà, et faire le jeu des 7 différences.
vous verrez qu'il y a une vraie cohérence d'ensemble et puis des spécificités liées au fait qu'on soit dans du neuf et de la rénovation d'une part ou dans l'existant d'autre part. Très rapidement, on voit par exemple que les seuils sont différents. 500 mètres carrés d'un côté, 1500 mètres carrés de l'autre. Ensuite, sur les délais d'entrée en vigueur, on en a parlé. On a le jalon charnière du 1er juillet 2023. Et donc, on voit qu'on est de part et d'autre dans l'existant ou dans le neuf, avant ou après le 1er juillet 2023. Donc, je vous ai fait ce comparatif sur l'ensemble des sujets qu'on vient d'aborder. Si on en vient maintenant à ce qui se passe en toiture des bâtiments, on va retrouver cette dichotomie neuf et rénovation d'une part, et puis existant d'autre part. Ce qui est la particularité dans ce premier dispositif, donc le sujet des bâtiments neufs ou lourdement rénovés, c'est qu'on est sur un dispositif, c'est le dispositif le plus ancien. Donc, on commençait à avoir un peu de retour d'expérience, des pratiques, des guides réalisés par les préfectures. Donc, on commençait un peu à maîtriser la mise en œuvre de ces obligations. On commençait à comprendre le champ des possibles en termes d'exemption. Les cartes sont un petit peu rebattues. Déjà parce que la loi climat et résilience était venue renforcer ce dispositif et au passage en le faisant passer du code de l'urbanisme au code de la construction. Ces obligations et ces renforcements issus de la loi climat et résilience devaient rentrer en vigueur au 1er juillet 2023. Finalement, entre-temps, intervient la loi ENR, ce qui signifie qu'on est venu modifier les obligations qui n'étaient même pas encore rentrées en vigueur. Voilà, maintenant il faut s'accrocher pour réussir à suivre tout ça. Ce que prévoient globalement ces trois dispositifs, c'est installation de procédés de production d'ENR en toiture ou alternativement installation d'un système de végétalisation garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation. Ça, c'est la dichotomie dont je vous parle depuis le début, toujours production d'ENR versus végétalisation. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, on a des évolutions assez substantielles sur le champ d'application des bâtiments soumis à cette obligation. Le résumé à retenir, c'est qu'on a quasiment la totalité des bâtiments, tout usage confondu, qui entrent dans cette obligation en dehors du logement, dès lors qu'ils ont une surface d'emprise au sol supérieure à 500 mètres carrés. Ce qui est très large. On a un seuil unifié, alors qu'on avait commencé avec un seuil de 1000 mètres carrés, puis qui a été abaissé pour une partie des bâtiments en laissant les bureaux de côté. Et puis finalement, maintenant, on en est bureaux plus toutes les autres typologies, plus les bâtiments publics également, sont soumis à cette obligation avec ce seuil de déclenchement unifié à 500 mètres carrés d'emprise au sol. Donc, ne pas oublier que désormais, les bâtiments publics sont également concernés par ces obligations. Schéma très simplifié pour comprendre le sujet du calcul de l'emprise au sol. Parce qu'on est dans ce cadre-là, dans des obligations qui concernent les constructions neuves, mais également les extensions et les rénovations. Donc, ce qui compte, c'est la surface concernée par, bon, la construction neuve, c'est assez simple, mais par le projet d'extension ou le projet de rénovation. En termes d'étendue de cette obligation, là, à nouveau, on a un renforcement de l'ambition par la loi ENR. Jusqu'à maintenant, on était dans un seuil de 30%. C'était 30% depuis le départ, quel que soit l'usage du bâtiment. Désormais, on garde ce seuil de 30% au 1er juillet 2023, mais on annonce tout de suite que ce seuil va venir être renforcé à moins 40% au 1er juillet 2026, puis à 50% au 1er juillet 2027. Il faut savoir que c'est un seuil minimum à respecter et le seuil définitif doit être fixé par arrêté. Le projet d'arrêté qui est en cours, à ce jour, reprend les seuils 30%, 40%, 50% sans augmenter ce minima légal, ce qui est déjà assez ambitieux. En termes de dérogation, on retrouve nos dérogations auxquelles on commence à être familier, avec lesquelles on commence à être familier, les contraintes techniques de sécurité architecturale, patrimoniale et environnementale,
Et là, on ajoute les sites et les paysages. L'idée, c'est vraiment d'être le plus large possible en fonction des contraintes intrinsèques du lieu et du bâti. On retrouve l'exonération relative aux conditions économiquement acceptables et une spécificité liée au bâtiment par rapport au parking, c'est des exonérations ou des adaptations spécifiques aux ICPE. J'y reviens dans une seconde. En termes de sanctions, là, on a doublé la sanction. On avait, vu qu'on est dans le neuf, évidemment une autorisation d'urbanisme qu'on ne peut obtenir, et donc on est sanctionné par la non-obtention de l'autorisation d'urbanisme si on ne respecte pas l'obligation. Et le législateur, via la loi ONR, est venu rajouter une amende de 45 000 €. Donc là, on a un dispositif de sanction qui est assez fort. Très rapidement sur les exemptions et les adaptations ICPE, parce que là, on a déjà un retour d'expérience assez fort. On a un arrêté du 5 février 2020 qui a été adapté aux différentes évolutions, mais qui, dans sa substance de fond, n'a pas changé. Je crois que c'est juste les références légales qui ont changé. On a une distinction entre les exclusions de plein droit. Voilà, certaines rubriques sont totalement exclues du champ de l'obligation d'installation de production d'ENR en toiture. Et puis, on a des exemptions partielles avec des surfaces qui vont être sacralisées et qui ne seront pas prises en compte dans le calcul, notamment pour des sujets de sécurité incendie. Donc ça, je vous renvoie à l'arrêté du 5 février 2020 et à l'ensemble des guides qui ont été faits par les préfectures qui sont très pédagogiques. Sur cette obligation, on a 3 textes en consultation qui vont venir nous donner des précisions très précieuses et très précises. Pour l'instant, ça n'est que des consultations, donc les textes ne sont pas définitifs, mais on y apprend quand même déjà beaucoup de choses. Donc là, à ce stade, on a un projet de décret et des projets d'arrêté. Donc ça concerne le L171-4, mais on comprend que le détail qui est donné par décret, par arrêté, va être sensiblement identique pour les autres dispositifs, même si le législateur a commencé par le L171-4. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? Déjà, on vient définir ce que sont les rénovations lourdes qui sont intégrées dans le dispositif. Et l'autorité vient nous dire qu'il s'agit uniquement des travaux qui actionnent les éléments porteurs du bâtiment. Donc, on est vraiment sur des rénovations lourdes. On pouvait s'en douter, ça va mieux si on a quand même une définition en bonne et due forme, parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations à la frontière sur des typologies de travaux où on aurait un doute sur le champ d'application. Là où on a vraiment des explications très intéressantes, c'est concernant les cas d'exonération, en commençant par le cas sur les conditions économiquement acceptables. On vient nous donner deux hypothèses. La première, c'est un rapport entre, c'est l'hypothèse la plus simple, l'hypothèse d'un rapport entre le coût de l'installation et le coût des travaux. On va comparer les deux. Si le rapport est supérieur à 15%, on estime que le coût de l'installation est disproportionné, n'est pas économiquement raisonnable par rapport au programme de travaux dans son ensemble. Deuxième cas d'hypothèse, ah oui, et petite précision très intéressante pour les spécialistes en droit de l'énergie, on va venir dans le coût de l'installation, venir déduire le prix, le gain qu'on va pouvoir espérer de la vente d'électricité produite par l'installation. Deuxième hypothèse, c'est ce que le législateur appelle le coût actualisé de l'énergie produite par l'installation sur une durée de 20 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a une définition très précise. On va prendre l'ensemble des coûts d'installation, coûts d'investissement, coûts d'exploitation globalement et de maintenance, et on va diviser ça par la quantité d'énergie qui sera produite par l'installation sur 20 ans. À partir de là, on arrive à un prix unitaire de l'énergie, ce coût actualisé de l'énergie, qu'on va venir comparer au tarif d'achat. C'est le tarif d'achat des dispositifs d'aide, donc le tarif d'achat EDF. Et si on est dans un rapport supérieur à 1,5 fois, on estime qu'on est économiquement inacceptable et on a le droit de déroger à cette obligation. Tout le détail est dans le projet d'arrêté et bientôt dans les arrêtés définitifs et dans le projet de décret. Mais on a une méthode de calcul très précise et c'est
appréciable pour mettre en œuvre ces dispositifs qui sont déjà assez complexes si en plus on doit deviner ou appliquer des définitions imprécises. Ce décret et ces arrêtés nous apportent également des précisions assez éclairantes sur, par exemple, les contraintes techniques et de sécurité. On va avoir des exemples très concrets. Je vous ai mis dans le support des exemples très concrets. Hein, vous pourrez aller les regarder de manière plus précise. On a également des précisions sur l'exception relative à l'architecture et au patrimoine, où le texte vient faire un lien direct avec les autorisations à obtenir en matière, par exemple, de monuments historiques ou de sites inscrits ou classés. Et donc là, on comprend directement que c'est ce type de contraintes patrimoniales et architecturales qui vont pouvoir exclure, notamment si l'architecte, l'ABF, vient dire qu'il n'est pas question ou il n'est pas autorisé de mettre en œuvre un dispositif de production de l'ENR. On aura une justification tout à fait légitime au titre de ce L171-4. Et enfin, le décret nous explique comment articuler la mise en œuvre de ces dispositifs avec les demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc ça se fait de manière assez simple. Hein. L'exonération, elle sera délivrée au moment de l'examen de la demande d'autorisation. Il faudra produire une attestation et puis tout un ensemble de documents justificatifs qui sont détaillés selon l'exemption dont on se prévaut. J'en arrive enfin au dernier dispositif, donc le L171-5, c'est-à-dire les toitures de bâtiments, cette fois-ci existants. Donc là encore, grande nouveauté de la loi ENR, on s'attaque à l'existant. Donc on aurait pu s'attendre à un seuil de déclenchement moins ambitieux. Finalement, on est à 500 mètres carrés, donc c'est vraiment une obligation assez forte. On est sur un seuil unifié, qu'on soit dans le neuf, la rénovation ou l'existant, alors qu'on a vu que sur les parkings, on avait deux seuils différents. Là, on a un seuil unifié à 500 mètres carrés. On retrouve notre alternative production d'énergie renouvelable ou système de végétalisation. Là où pour l'instant on est sur une phase d'incertitude, hein, on attend les précisions qui seront fixées par décret, c'est l'étendue de l'obligation. Et c'est peut-être là où on aura une souplesse par rapport au programme neuf et en rénovation. On a vu qu'on était, quand il s'agissait du neuf, à 30%, 40%, 50% à l'horizon 2028. Là, à ce jour, on ne connaît pas le seuil pour les bâtiments existants. Donc probablement qu'on aura peut-être une souplesse par rapport au neuf via la surface soumise à l'obligation. Sur les adaptations et les exemptions, on a exactement les mêmes que pour le neuf et l'adaptation et la rénovation. Donc c'est plutôt bien pédagogique et plutôt facile à intégrer de savoir qu'on a vraiment un alignement de ces exemptions. En termes d'entrée en vigueur, 1er janvier 2028, donc même horizon finalement que pour les parkings neufs, même horizon que pour l'ambition la plus grande, c'est à savoir 50% des surfaces des bâtiments neufs. Donc on a ce grand jalon du 1er janvier 2028 qui va être très important versus le 1er juillet 2023. Donc voilà, on a ces 5 années à venir qui vont être cruciales dans la mise en œuvre de ces obligations. À nouveau, vu qu'on est dans l'existant, on va retrouver cette période de qualification du bâtiment existant entre la date d'entrée en vigueur de la loi ENR en mars 2023 et le 1er juillet 2023. Donc, sont existants les bâtiments qui existent au 1er juillet 2023 et ceux qui ont fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme déposée entre la promulgation de la loi et la date du 1er juillet 2023. Donc, on a cette période de qualification. On retrouve notre délai supplémentaire par le préfet si on arrive à démontrer qu'il y a une cause extérieure qui s'impose, qui justifie ce retard, qui ne nous est pas imputable, encore une fois, des difficultés d'approvisionnement, des difficultés de raccordement liées à des délais assez longs de mise en œuvre par Enedis. En termes de sanctions, on retrouve l'amende de 45 000 € et non pas la sanction de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme. Pour terminer, vous retrouvez le tableau récapitulatif qui compare le neuf et la rénovation d'une part et l'existant d'autre part.
vous allez voir qu'on a vraiment une énorme proximité entre ces deux régimes, avec à ce jour une incertitude sur la ligne 2, sur l'étendue de l'obligation. C'est ce que je vous disais, hein, pour l'instant, on ne connaît pas la surface de toiture qui sera concernée pour les bâtiments existants, et des délais d'entrée en vigueur évidemment distincts. Sur le reste, on est vraiment sur une unité de régime, qu'on soit dans le neuf, dans la rénovation ou dans l'existant. Vous aurez le temps, encore une fois, hein, de pouvoir lire tranquillement ces tableaux comparatifs. J'en viens maintenant à l'application dans le temps. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a, on a ces trois situations: les bâtiments existants, les bâtiments rénovés et les bâtiments neufs. À chaque fois, il va falloir se poser la question, quelle est l'obligation à laquelle je suis soumis? La réponse apparaît ici, dans cette frise chronologique un petit peu effrayante, mais sur laquelle on finit par se familiariser quand on a vraiment pris le temps de lire ces dispositifs. C'est des articles de loi qui ne sont pas très longs. Les décrets et les arrêtés, évidemment, seront beaucoup plus conséquents et viendront apporter des précisions assez fortes. En revanche, les textes, à chaque fois, on doit être sur des obligations. Donc, on a 4 grands dispositifs et donc on doit avoir à peu près une page ou une demi-page pour décrire l'ensemble des paramètres de cette obligation. Donc, c'est des textes qui sont assez accessibles. Je vous invite à aller les lire et ensuite de vous replonger dans cette prise chronologique. Peut-être même que vous aurez des détails à y apporter ou que vous aurez des critiques à en faire. Et voilà la lecture qu'on peut en faire. On retrouve, vous verrez, la période de qualification. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, on retrouve ces périodes de qualification des bâtiments existants, des parkings existants. On retrouve le jalon très important du 1er juillet 2023 et le jalon très important du 1er juillet 2028. D'ailleurs, j'ai un doute, je vous ai dit 1er janvier 2028 tout à l'heure, peut-être qu'il y a une coquille. Je ne sais pas si ce jalon, c'est 1er janvier ou 1er juillet. En tout cas, l'année 2028. Vous avez ces 2 grandes étapes auxquelles il faut prêter attention. Et puis ensuite, avec tous les jalons intermédiaires, 2025, 2026, 2027, que je vous invite à découvrir. Voilà pour ce tour d'horizon de l'ensemble des dispositifs issus des grandes lois de ces 6 dernières années concernant les toitures et les parkings. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Margot pour savoir s'il y a des questions. Alors, Nicoline, une première question. La loi ENR prévoit-elle d'autres leviers pour favoriser l'énergie solaire? Alors oui, on a un titre entier dans la loi ENR qui est consacré à l'énergie solaire. C'est le titre 3 dans la version promulguée. Il y a énormément de choses et les thématiques qu'on a choisies pour les 3 webinaires suivants, enfin pour l'ensemble du cycle de webinaires, c'est vraiment des focus sur les nouveautés issues de la loi ENR. Donc vous allez avoir dans les webinaires qui vont suivre la présentation de l'ensemble de ces nouveautés. Vous avez le nouveau régime de l'agrivoltaïsme qui est intégralement prévu par la loi ENR, qui n'existait pas avant. Donc on a une création entière de ce régime légal par la loi ENR. Vous avez la même chose pour les PPA, les contrats de Power Purchase Agreements, qui existaient dans la pratique préalablement à la loi ENR et qui vont venir faire l'objet d'un encadrement. On aura l'occasion d'y revenir lors du 3e webinaire. Vous avez également des nouveautés assez importantes en matière de commande publique, où sans révolutionner pour autant le fonctionnement et les grands principes de la commande publique, puisque de toute façon le législateur français n'a pas cette compétence, puisque la commande publique est issue de directives européennes, on est venu sécuriser, faire de la pédagogie auprès des collectivités, leur dire la mise en œuvre d'opérations d'autoconsommation collective, pareil pour l'autoconsommation individuelle, pareil pour la conclusion de PPA, est compatible avec la commande publique, sous réserve de précautions, évidemment, la mise en œuvre concrète nécessite quand même de prêter attention à l'ensemble des grands principes de la commande publique, mais le législateur est venu dire, par principe, il n'y a pas d'interdiction pour les collectivités d'avoir recours à ces nouveaux mécanismes de production locale d'électricité. Voilà, donc je vous invite à suivre les webinaires suivants pour plus d'informations. Alors, on a une autre question. Quel lien entre ces nouvelles obligations et le décret tertiaire?
Alors, en termes de, on pourrait penser qu'il y a un lien qui est assez direct. En termes de champ d'application, sur les bâtiments concernés, on est quand même sur des obligations assez proches. Je pense que le champ de l'obligation d'installation de production d'ENR en toiture, il doit être plus large sur l'existant. Hein. Donc, on a le dispositif du décret tertiaire, ça concerne la réduction des consommations d'énergie des bâtiments existants. Et là, le L171-5, ça concerne aussi l'installation de production d'énergie renouvelable sur les bâtiments existants. Donc, on pourrait se dire qu'il y a une corrélation directe. Les bâtiments concernés sont assez proches, les seuils de déclenchement sont assez proches, 500 mètres carrés sur le L171-5, 1000 mètres carrés pour le décret tertiaire. Mais là où on a un vrai sujet, nous, on s'est déjà posé cette question en réalité, c'est qu'il y a une incompatibilité assez forte depuis le début de ce dispositif du décret tertiaire, donc le dispositif éco-énergie tertiaire aujourd'hui. Le postulat qui a été pris sur la mise en œuvre de ce décret tertiaire, c'est de se dire que on est sur la rénovation énergétique, la performance énergétique, la réduction des consommations et non pas sur la production de NR. Ça ne veut pas dire que c'est anti-production de NR, ça veut juste dire que ce sont des obligations différentes et qu'en principe, pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, à savoir baisser ses consommations d'énergie de moins 30, moins 40, moins 50% à l'horizon 2050, on ne peut pas le faire via une production de NR. Ce sont des choses différentes, la production d'une part, la réduction des consommations d'autre part. Il y a quelques exceptions en matière de chaleur fatale, en matière de véhicules électriques et en matière de solaire, là c'est plus complexe, mais on comprend en creux sur, je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon je vous invite à aller la voir, la foire aux questions qui est gérée par l'ADEME sur la plateforme Opéra en lien avec le décret tertiaire. Vous avez toutes les questions possibles et inimaginables qu'on peut se poser sur le décret tertiaire. Il y a une question notamment sur la production d'énergie renouvelable. Est-ce qu'elle est prise en compte pour l'atteinte des objectifs au titre du décret tertiaire? Et à ce sujet, la réponse n'est pas limpide, mais on comprend quand même en creux que lorsqu'on fait de l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire la consommation d'électricité directe ne va pas passer par le réseau, on pourrait, enfin de fait, on réduit les consommations d'énergie, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de, Enedis n'a pas accès à l'information, donc on réduit de fait nos consommations et on participe à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Pour les autres dispositifs, soit qu'on soit en revente auprès d'EDF, soit qu'on soit en autoconsommation collective, soit qu'on soit en PPA, l'électricité va passer par le réseau, l'électricité va être mesurée, va être facturée, et à ce moment-là, ça ne compte pas pour l'atteinte des objectifs de réduction des consommations au titre du décret tertiaire. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais c'est un sujet philosophique intéressant. Alors, il y a encore pas mal de questions. Concernant l'une des dérogations à l'obligation d'installer des ENR sur ombrières sur les parcs de stationnement, celle posée par le troisièmement du grand 2, à savoir lorsque le parc est ombragé par des arbres. Il nous semble que la notion d'ombragé est assez floue, car dans l'absolu, il ne suffit pas de planter un arbre pour considérer que celui-ci ombrage une ou des places. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, c'est. Est-ce qu'il va y avoir. Il y a encore beaucoup de décrets et d'arrêtés à venir. Il est possible qu'on ait des précisions à cette occasion-là. Je réfléchis, ça n'est pas encore sorti. La personne demande, Pauline, si un texte réglementaire est prévu pour clarifier cette question. Alors, sur ce point-là en particulier, non, je ne crois pas qu'il y ait mais les textes réglementaires qui vont sortir ont toute liberté pour appliquer les textes de loi. Donc, si dans les consultations qui vont sortir sur ces textes de loi, je vous invite à suivre les consultations qui sortent, vous avez la possibilité de participer et de dire il faudrait également préciser ce point, ça peut aboutir à quelque chose. Donc, il faut suivre de près les décrets et les arrêtés qui vont sortir, vérifier si ce point est traité et si vraiment il y a une incertitude, ne pas hésiter à participer à l'élaboration de ces textes. Alors, on a une autre question. Concernant la possibilité d'installer tout autre procédé de production d'ENR, auriez-vous des exemples, s'il vous plaît? Pensez-vous que les PPA peuvent être acceptés comme alternative? Alors, les PPA, pour le coup, ça ne va pas être une alternative, ça va être une modalité de vente de l'électricité. Donc, si on produit de l'électricité sur la toiture, on va pouvoir la vendre
via un PPA à un tiers. En revanche, si j'ai mon bâtiment et que j'approvisionne mon bâtiment via un PPA qui est sur un autre bâtiment, c'est tout à fait envisageable. En revanche, ça ne vous permet pas de remplir l'obligation d'installation de production d'énergie en toiture. C'est deux systèmes différents. Donc, non, ils sont totalement indépendants. Enfin, le PPA, c'est vraiment une modalité de vente ou d'achat d'électricité. Ça ne remplacera pas l'installation de production d'énergie en toiture. Et tout dispositif alternatif, il pourrait y avoir... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir... ça va dépendre des cas, mais il pourrait y avoir de la géothermie ou une chaudière bois. Peut-être qu'on aura des précisions, ou en tout cas on aura rapidement, à mon avis, des exemples. Mais voilà, on peut imaginer toute autre alternative, toute production d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de limite dans la typologie d'énergie renouvelable auquel on peut avoir recours à titre alternatif. Alors, autre question. Pour les parkings existants, est-ce que les voies de circulation comptent dans les 1500 mètres carrés? Je crois que c'est un débat qui a été assez fort dans les calculs. Et alors, qu'est-ce qu'on a retenu in fine? J'ai un petit doute. Je pense qu'on est sur... j'ai plutôt tendance à dire oui, et puisqu'on est sur l'emprise, sur la surface totale du parking, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Mais je vérifierai après le webinaire si la réponse est non. On essaiera de vous faire passer la réponse. Il y a eu beaucoup d'allers-retours sur comment on calcule le parking soumis à l'obligation. D'abord, on a raisonné en termes de place. Ensuite, on a raisonné en termes de surface. Il y a eu des allers-retours. Finalement, on est à 1500. Je pense que ça inclut. Je dirais oui. Avec un bémol. Hein, je vérifierai. Alors, autre question. Y a-t-il des obligations de moyens en termes d'impact carbone en ACV des dispositifs techniques mis en œuvre? Je veux bien que tu répètes la question. Y a-t-il des obligations de moyens en termes d'impact carbone en ACV des dispositifs techniques mis en œuvre? Je ne saurais pas répondre. Des obligations de moyens. Peut-être si la personne veut essayer de préciser sa question, je n'ai pas la réponse. Là, on est en ACV, c'est-à-dire qu'on est en analyse du cycle de vie alors peut-être que la question c'est est-ce qu'il y a des obligations sur le choix des matériaux à installer en toiture. Par exemple, en matière de commande publique, on a des obligations sur la provenance des panneaux solaires avec une incitation à produire le plus localement possible. Je pense pas, alors hors le cas des personnes publiques qui, elles, vont avoir des obligations particulières sur la provenance, justement pour réduire l'impact carbone sur le cycle de vie de ces systèmes de production d'énergie renouvelable. Pour les autres maîtres d'ouvrage, donc privés, je ne pense pas qu'il y ait d'incitation à ce stade. En tout cas, pas directement dans ces dispositifs de loi-là. Alors peut-être qu'il y en a par ailleurs, comme la commande publique, c'est un autre dispositif qui vient de prévoir. Mais je dirais plutôt non. À mon avis, on est libre d'aller chercher les panneaux où on veut, quelle que soit leur provenance. Alors, et une dernière question. Est-ce que les parkings de bureaux sont soumis à la loi sur les ombrières de parking? Oui. On peut revenir rapidement. J'ai tout détraqué. Sur l'existant, la question. Je pense. On est sur l'ensemble des parcs de stationnement existants, extérieurs, supérieurs à 1500 mètres carrés. Donc, il n'y a pas de limite. Je vérifie tout de suite. J'ai le texte sous les yeux, comme ça je vous apporte une réponse plus éclairée.
Ouais, il n'y a pas d'exception sur la nature du bâtiment. Donc, on inclut les bureaux. C'était la dernière question. Alors, on en a une autre, mais cette fois, ça va être la dernière. Est-ce que nous sommes d'accord que l'obligation est également valable pour les parkings silos? Je dirais oui. Pareil, je vois pas pourquoi ce serait exclu. A priori, oui. Alors, on n'est pas à l'abri qu'on ait des souplesses, surtout ces détails de mise en œuvre de la loi, on n'est pas à l'abri, encore une fois, qu'il y ait des ajustements, des souplesses dans les textes réglementaires d'application. Donc, je vous invite à bien suivre le détail. Le détail sera important. Bon, eh bien, c'était la dernière question. Je vous remercie pour votre attention et puis on vous retrouve dans une semaine pour la suite de ce cycle et ce sera le prochain webinaire sera consacré à l'agrivoltaïsme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.